sommes sur le webinaire, la table ronde. Nous allons parler de bilan de compétences. Vous êtes plus à l'aise avec votre job, mais est-ce que c'est le moment de changer? Vous savez que vous voulez changer, mais pourquoi faire? Vous avez entendu parler de bilan de compétences, mais qu'est-ce que c'est exactement? Nos intervenantes aujourd'hui vont répondre à toutes ces questions que vous vous posez. Nous allons faire un petit tour de table, elles vont se présenter et on pourra répondre à chaque question point par point. Je commence. Donc, je suis Florence Vial, la directrice du CIBC Rhône. Moi, je suis Agnès Mignora, la responsable gestion de carrière mobilité du cabinet RH Triumvirat Conseil Sowing. Moi, je suis Véronique Clément, consultante Ogipal Formation. Alors, la première question qu'on va se poser, c'est quel est l'intérêt d'un bilan de compétences? Alors, c'est Véronique et Florence qui vont vous répondre sur ce point. Donc, on les écoute. Allons-y. Quel est l'intérêt? Alors, il y a multiples intérêts pour un bilan de compétences. Première chose qui me vient, c'est déjà prendre un temps pour soi. Un temps pour soi, pour faire un pas de côté, prendre du recul. L'occasion aussi de faire un point sur ses essentiels, ses valeurs essentielles, ce qui donne une perspective. De faire un point sur ses forces, de faire un point sur ses talents, ses ressources, ses compétences, mais également sur ses limites, bien distinguer ce qui est ordre de la limite et des peurs. C'est l'occasion aussi de porter un regard différent sur son environnement, d'apprendre à connaître. Finalement, c'est l'occasion d'ouvrir les yeux. On voit que ce qu'on connaît, donc d'apprendre. Et puis, c'est l'occasion aussi de mieux se situer dans son environnement, c'est-à-dire de pouvoir repérer, au regard des exigences de cet environnement, quels sont ces éléments différenciateurs positifs et puis éventuellement les éléments qu'il faut développer. Voilà, donc si je devais résumer ça en 2 mots, je dirais c'est l'occasion d'expérimenter finalement une méthodologie qui permet de définir et de mettre en œuvre un projet sur la base d'un plan d'action très opérationnel. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire un point sur les éléments qui vont être déterminants pour pouvoir s'adapter aux aléas, mais aussi aux opportunités de l'environnement. Voilà, ça va être synthétique. Très, très bien. Je compléterai juste pour dire, c'est peut-être l'occasion aussi d'anticiper soit un changement voulu ou subi, par exemple quand il y a des risques d'inaptitude. Et puis, c'est aussi l'occasion de se mettre en mouvement, donc vraiment de se mettre en action. On a fini avec l'intérêt du bilan de compétences. Quelles sont les conditions d'accès? Y a-t-il un âge pour faire un bilan? Alors, je vais prendre la parole. Les conditions d'accès, je dirais que tout le monde peut faire un bilan de compétences. Salariés, demandeurs d'emploi, agents de la fonction publique, même profession libérale, vraiment tout le monde. Donc, on peut démarrer à n'importe quel moment en fonction de ses disponibilités. Au niveau de l'âge, en fait, alors c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit peu d'expérience professionnelle parce que ça donne de la matière. Souvent, en moyenne, moi j'ai évalué qu'entre 30 et 50 ans, on avait beaucoup de demandes, mais avant 30 ans, on peut aussi avoir des jeunes personnes qui n'ont pas forcément trouvé leur voie et à 25 ans qui viennent nous voir. Et après 50 ans, pour peut-être préparer aussi la suite de carrière ou même la retraite, il y en a qui viennent parce que effectivement, ils réfléchissent à leur retraite pour la suite et qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, ça peut être aussi dans ce cadre-là qu'on peut avoir des personnes. Donc, pas vraiment de conditions particulières. J'ai envie de dire, à tout moment de sa vie, on peut faire un bilan et quasiment presque à n'importe quel âge. Agnès? Oui, c'est moi. C'est fini. Oui. Non, j'ai Florence, peut-être rajouter quelque chose. C'est vrai. On peut peut-être refaire un petit point donc, sur on ne l'a pas fait précédemment, mais sur les conditions d'accès. Donc, comme ça, vous avez les éléments. Donc, vous avez les conditions, donc salariés ou demandeurs d'emploi, dès l'entrée dans la vie active jusqu'à la retraite. Il est préférable, on l'a entendu, d'avoir des années d'expérience. Et grosso modo, le bilan s'adresse à tous, sans prérequis.
Oui, je veux juste rajouter, effectivement, même si on a un petit niveau, ce n'est pas un souci du tout, hein. De toute façon, enfin, on est des professionnels, on va s'adapter aussi avec nos outils aux personnes qui viennent vers nous, que ce soit des personnes non qualifiées, sans diplôme, ou des ingénieurs. Enfin, voilà, tout est possible. Très bien. On va passer à la question suivante. À qui s'adresse du coup le bilan? À qui s'adresser? Pardon. À qui s'adresser? La première chose, c'est peut-être de rencontrer des différents centres de bilan de compétences, avec voilà, des possibilités multiples. Ensuite, effectivement, suivant votre situation, si vous êtes demandeur d'emploi, ça sera plus vers votre pôle emploi, vers votre conseiller pôle emploi qui vous orientera vers certains cabinets avec qui ils peuvent travailler. Si vous êtes en entreprise et que vous voulez que ce bilan soit pris en charge par l'entreprise et que vous voulez aussi que l'entreprise soit au courant de cette démarche, ça peut être par votre la personne en charge des ressources humaines. Et puis après, ça peut être également le CEP, mais là, je vais laisser la parole à Florence qui sera mieux placée que moi. Effectivement, le conseiller en évolution professionnelle, ça peut être la première clé d'entrée qui peut vous orienter vers un bilan de compétences. Le conseiller en évolution professionnelle, vous allez le rencontrer quand justement vous posez des questions, vous ne savez pas trop quel dispositif est utile pour vous. Et si par exemple, voilà, vraiment le conseiller va comprendre que votre besoin, c'est un bilan de compétences, il va vous expliquer les démarches, comment trouver les centres de bilan, quelles questions il va falloir poser, comment financer le bilan. Donc voilà, il va vous accompagner sur toute la démarche et après, vous irez justement rencontrer idéalement 2-3 centres de bilan pour après faire votre choix. Véronique, quelque chose à rajouter? Quelque chose à rajouter, oui. Alors, dans certaines cas de figure, les OPCO, je pense notamment au milieu hospitalier, l'OPCO peut prendre en charge, ça peut être un interlocuteur intéressant. Je pense qu'il y a des travailleurs indépendants qui peuvent trouver auprès de leur OPCO un complément de financement. Très bien. Du coup, voilà, comment financer un bilan de compétences. La liaison était parfaite. Voilà. Alors, principalement, en fait, les personnes pour financer un bilan de compétences vont pouvoir utiliser le CPF, le compte personnel de formation. Donc, tout le monde a un compte personnel de formation à partir du moment où il commence à travailler et jusqu'à la retraite. Et ce compte s'alimente de 500 € par an. Alors, une petite vigilance depuis peu, c'est vrai que voilà, il faut faire attention. Il y a un petit délai. C'est vrai qu'il ne faut pas vouloir recommander un bilan aujourd'hui pour le jour même, parce qu'il y a une sécurité pour aller sur le compte CPF. Donc, prenez un petit temps, à peu près 48 heures. Donc, le compte CPF, on peut avoir Pôle emploi qui peut financer des bilans de compétences. Évidemment, un interlocuteur, ça peut être votre employeur. Donc, pourquoi pas demander si votre employeur, via le plan de développement des compétences, serait d'accord pour financer ou cofinancer votre bilan. Vous-même, vous pouvez aussi cofinancer, abonder le compte personnel de formation. Imaginons, il vous manque une centaine d'euros, vous pouvez l'abonder vous-même. Et après, il peut y avoir quelques financements spécifiques, justement, comme disait Véronique, il peut y avoir des OPCO qui peuvent financer des bilans. On peut avoir d'autres dispositifs un petit peu particuliers selon les périodes. Par exemple, une période, on avait aussi pendant le confinement, des possibilités de financement avec le FSE, le Fonds social européen. Donc ça, c'est des choses qu'il faut creuser. Alors pour le coup, le conseiller en évolution professionnelle peut vous dire quels sont les financements mobilisables selon votre situation. Voilà, je ne sais pas si vous voyez d'autres financements que j'ai pu oublier. Non, juste dans le cadre du plan de développement des compétences, il faut effectivement que vous soyez d'accord pour que votre employeur soit au courant. C'est vrai que la plupart du temps, les bilans, les salariés ne veulent pas forcément que leur employeur soit au courant, mais si des fois, sur des grosses entreprises, effectivement, ça peut être un bilan de compétences pour évoluer en interne. Donc là, vous avez tout à fait la légitimité d'aller voir votre employeur et lui demander un financement par le plan de développement des compétences. Peut-être ajouter aussi que c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui qui identifient le bilan comme un outil RH, pour en parler. Un salarié qui est bien dans son poste, c'est aussi un salarié performant, donc économiquement parlant, ça peut être une vraie valeur ajoutée pour tout le monde. Et puis il y a des modes de financement qui sont listés là, mais en fait qui se cumulent. Alors, qui ne sont pas tous, mais on a aujourd'hui de plus en plus effectivement multiples sources de financement. Très bien, merci. Du coup, on va poser la question, quel est le meilleur moment pour entreprendre un bilan de compétences?
Alors, je dirais qu'il y a certains indicateurs qui peuvent vous aider à trouver le meilleur moment. Lorsque, effectivement, déjà, vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre travail, dans votre emploi, et que vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis bien à ma place? Comment je me sens par rapport à ma structure? Est-ce que mon métier me correspond toujours? Parce que parfois, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la personne se trouve mal dans son métier, mais c'est parfois l'environnement. Donc, c'est bien de pouvoir faire un point par rapport à ces aspects-là. Quand vous avez besoin peut-être d'un nouveau souffle, de se dire, bon, ça fait 15-20 ans que je suis sur ce poste, j'ai envie d'autre chose. Alors, je ne suis pas forcément très mal, mais j'ai envie voilà, c'est ce qu'on peut appeler aussi un point de carrière, pour se projeter aussi sur la suite. Lorsque vous avez un sentiment d'insatisfaction, que vous avez du mal à vous dépasser, et que vous dites, bon, voilà, où j'en suis, où je veux aller, et que vous êtes un petit peu perdu. Alors après, on a aujourd'hui, hélas, beaucoup de personnes qui sont en burn-out. Donc, peut-être avant d'en arriver là, c'est vrai que c'est peut-être bien de faire un bilan, un moment pour soi, pour justement se dire, voilà, c'est le moment de m'arrêter, de me poser un petit peu. Et le moment pour soi est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une vie à 50 à l'heure, voire 100 à l'heure, et voilà, on court de partout. Et effectivement, d'avoir ce petit moment qui vous est vraiment dédié, moi, c'est ce que je dis beaucoup quand les personnes viennent me voir, c'est un moment qui est rien qu'à vous. Nous, on est là pour vous accompagner, on n'est pas un ami, on n'est pas de la famille, on est quelqu'un de neutre mais bienveillant. Et de ce fait, voilà, ça peut permettre effectivement de désamorcer peut-être un futur burn-out, en tous les cas, puisque c'est ce qu'on ressent beaucoup. Donc l'œil extérieur aussi, d'avoir quelqu'un qui ne vous connaît pas, mais qui aura une vision que, voilà, comme on dit, le nez au milieu de la figure, il y a des choses que nous on va voir, mais que vous ne voyez plus, parce que du coup vous êtes trop la tête dans le guidon, et que le bilan va vous permettre de sortir de cette façon d'être, et de vous aider à y voir un petit peu plus clair. Et puis, je ne sais pas si mes collègues ont d'autres choses à rajouter. Peut-être effectivement, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire, qui souhaitent faire un bilan de compétences après avoir fait un épuisement professionnel, un burn-out. Donc, c'est une bonne idée pour justement retravailler son projet professionnel. Par contre, là, il faut avoir une petite vigilance quand même. C'est vrai qu'il ne faut peut-être pas le faire trop tôt. Il faut d'abord travailler avec un psychologue clinicien ou un psychiatre pour d'abord se reconstruire en termes de santé. Et après, quand on peut être prêt à nouveau à repenser le travail, pourquoi pas aller faire un bilan de compétences, donc avec aussi une vigilance de peut-être le faire avec une structure qui peut avoir l'habitude d'accompagner des personnes post-burnout. On peut aussi, alors, quand justement on est sur un métier pénible physiquement, et que peut-être on a quelques soucis de santé qui commencent à apparaître, on a eu quelques arrêts, etc. Donc là, ça peut être un indice de se dire, voilà, peut-être qu'il faut que je sois dans l'anticipation, commencer, même si j'en ai pas envie, j'ai pas envie de quitter mon emploi, commencer à réfléchir quand même à peut-être une autre orientation ou un travail fait différemment. Donc le bilan, ça peut être vraiment l'occasion de travailler ça. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le bilan de compétences, c'est vrai que c'est bien de le faire. Ça prend du temps, donc c'est bien d'y penser, et donc il faut avoir du temps. C'est vrai que moi je me rappelle avoir accompagné certaines personnes qui vivaient à 100 à l'heure, qui avaient plein de choses en parallèle. C'est vrai que c'est compliqué de consacrer aussi du temps au bilan, donc il faut quand même le penser, se dire ça demande du temps, et avec le consultant qui nous accompagne, et du temps d'investigation entre les séances, etc. Si on ne prend pas ce temps-là, c'est vrai que le bilan il va être un petit peu, il n'y aura pas les résultats escomptés, donc à anticiper. Je reprends, Florence, du temps dans sa tête aussi, parce que ça prend beaucoup de place dans votre tête. La nuit, ça cogite beaucoup. Voilà, moi, ce que j'appelle la machine à laver, ça tourne. Alors, des fois, on a l'impression d'être perdu, ça fait un peu des vagues, les montées russes, c'est normal. Mais après, effectivement, nous, on est là justement pour vous aider, vous rassurer. Et juste pour le meilleur moment, c'est aussi quand vous avez tout simplement une idée de reconversion, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Voilà, je fais tel métier, je suis plombier et j'ai envie de devenir, je ne sais pas moi, infirmier. Et bien effectivement, c'est un gros changement. Donc, effectivement, le fait d'être accompagné dans ce bilan, c'est-à-dire j'ai envie de faire ça, mais est-ce que j'en ai la légitimité? Est-ce que je vais y arriver? Les études, elles ne sont pas trop longues, etc. Donc, ça permet aussi de se rassurer et puis parfois de dire à la fin du bilan, finalement, non, ce n'est pas ça que je vais faire et c'est peut-être un autre projet. Et du coup, le bilan vous a permis de ne pas finalement aller sur un projet qui ne vous correspondait pas avec des études trop longues où on démarre les études. Moi, j'ai eu une jeune femme comme ça, elle est partie tout de suite sur un changement radical. Voilà, elle était commerciale, elle est devenue institutrice.
Et puis, au bout de 2 ou 3 mois, elle s'est aperçue que ça ne lui correspondait pas du tout, institutrice. Donc, elle est venue me voir et là, on a pris le temps, on a posé les choses pour partir sur un nouveau projet. Donc, effectivement, l'idée de changer de métier, ça peut être l'objectif, je dirais, principal presque du bilan. Et le fait d'être accompagné permet d'avoir des solutions internes qui vont vous aider. Véronique, qu'est-ce que tu veux rajouter? Alors peut-être rassurer, on ne devient pas insomniaque quand on fait un bilan. Oui, non, mais on cogite quand même. Sinon, on place un mal. Non, bien sûr. Mais bon, ça travaille quand même. Hein. Mais dans le bon sens aussi. Hein. Il y a des bonnes choses qui arrivent. C'est ça. C'était une boutade. Mais oui, la question de la disponibilité, effectivement, est importante. Et puis peut-être ce que je rajouterais, c'est qu'on est dans un monde qui change. Il a toujours changé, mais peut-être ce qu'on note aujourd'hui, c'est vraiment une accélération du changement. Et que, vous parliez d'anticipation tout à l'heure, c'est vrai qu'on s'adapte tous les uns les autres à ces changements-là et peut-être ça arrive effectivement qu'à un moment donné du parcours, eh bien, cette adaptation elle est un peu mise à mal. Hein, c'est-à-dire que les questions sont là, mais les réponses on ne les trouve pas, les lieux ressources où on allait effectivement puiser les informations qui étaient nécessaires finalement ne sont pas efficientes, ne sont pas efficaces et on tourne en rond et oui, là ça peut être intéressant effectivement de faire ce pas de côté que vous évoquiez pour pouvoir se poser et construire sereinement les choses. On va pouvoir mettre la diapo. Voilà. Donc là, vous retrouvez tous les points. Ce document, vous le retrouverez, on va vous le mettre dans le chat à la fin. Donc, vous pourrez le télécharger, vous pourrez relire tous ces éléments pour bien en prendre connaissance. Et vous aurez aussi d'autres informations. Après le meilleur moment, à qui est-ce qu'on s'adresse pour faire ce bilan? Alors, la question devient difficile parce qu'effectivement, avec la réforme… Avec qui, voilà, c'est ça. Avec qui. Voilà, avec qui. Donc, ça, c'est une question difficile parce que effectivement, les bénéficiaires ont pléthore de centres de bilan. Et c'est vrai qu'avec la réforme de la formation professionnelle, beaucoup de centres de bilan ont émergé. Donc, il faut aussi faire attention avec qui on s'adresse. Donc, alors, la première chose qu'on regarde en général, c'est l'aspect géographique, c'est-à-dire soit le centre de bilan est pas très loin de chez moi, donc quand je rentre du travail, je peux y aller, soit pas trop loin de mon travail, je peux éventuellement y aller entre midi et 2. En général, les centres ont une souplesse horaire assez large. Hein. Nous, on travaille de 9h à 19h, 19h30 avec possibilité de travailler entre midi et 2. Donc, ce qui est intéressant surtout pour des personnes qui ne veulent pas que leur employeur soit au courant, hein, hors temps de travail, donc entre midi et 2 ou en fin de journée. Ensuite, il faut vérifier si le cabinet est bien labellisé Calliope. Alors ça, c'est un label qualité. De toute façon, s'il ne l'est pas, il ne peut pas travailler. Hein, donc ça, c'est une obligation maintenant. Le centre, bien sûr, doit avoir des consultants expérimentés et diplômés. C'est-à-dire que effectivement, vous pouvez vous renseigner, poser des questions. Voilà, depuis combien de temps vous faites ce métier? Le consultant doit vous expliquer un petit peu son expérience professionnelle, ses diplômes également, c'est important. C'est pas c'est pas dans une pochette surprise qu'on devient conseiller en bilan de compétences. En général, le bénéficiaire, enfin la personne qui est intéressée pour faire un bilan, va choisir 2 ou 3 centres de bilan parce qu'effectivement, il y a une partie qui est très importante, c'est le feeling. On a vu que c'est un moment pour vous, donc vous allez vous adresser à la personne. Dans le bilan de compétences, on dit beaucoup de choses professionnelles, mais aussi des choses qui sont personnelles. Donc, il faut se sentir en confiance avec la personne avec qui on s'adresse. Alors, même si vous avez un centre de bilan qui est à côté de chez vous, mais que vous ne sentez pas la personne, il ne faut pas y aller. Il faut faire peut-être 5-6 km de plus et aller vers le centre de bilan avec lequel vous vous sentez vraiment à l'aise. Donc, ça, c'est très important. Donc, en général, vous choisissez 2-3 bilans, 2-3 centres de bilan, vous allez les rencontrer, ils vous expliquent leur méthodologie, vous donnent un programme, vous réfléchissez, il vous faut un temps de réflexion, voir avec qui vous avez envie de travailler et ensuite vous allez pouvoir donner votre réponse à la personne qui vous intéresse. Alors, faut faire attention, il y a beaucoup de centres qui sont des centres qui submergent le marché, qui sont franchisés. Donc là, faites attention quand il y a trop de centres de bilan partout, hein, sur toute la France. Voilà, nous, on est des petits centres de formation. Alors, le CBC est un centre institutionnel, mais on reste des centres qui, anciennement étaient des centres qui étaient
habilité par le FONGECIF. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ça parle. Moi, en général, ça parle plus que certains autres labels. Et donc, c'est vrai que ça, c'était un vrai gage de qualité, puisque pour être au FONGECIF, il fallait vraiment, si je peux dire, montrer patte blanche, et c'était drastique pour pénétrer. Donc, ça, c'est vraiment un vrai gage de qualité. Donc, ça, c'est des questions que vous pouvez également poser, qui vous permettront d'avoir un choix peut-être plus correct par rapport à votre demande. Je ne sais pas si mes collègues pensent à autre chose. Peut-être que moi, je pourrais rajouter que c'est vrai que les questions à poser, voilà, tu les as très bien décrites. Faites attention aux personnes qui vont vous promettre beaucoup de choses quand même. Quelqu'un qui va vous dire je vais vous dire pourquoi je vous êtes fait. Là, je pense que vous pouvez questionner un petit peu parce que personne n'a de boule de cristal, personne n'a de baguette magique. C'est vraiment vous qui allez avancer et comprendre et travailler sur votre projet. C'est personne qui va le dire à votre place et encore moins un outil informatique. Donc, attention un petit peu à ce qu'on peut vous présenter. Donc, questionner, c'est vrai, le fait d'en questionner plusieurs, comme ça, vous pourrez mettre en relief. Et puis, alors, aussi une autre idée. Donc, effectivement, le conseiller en évolution professionnelle peut du coup vous aider aussi pour savoir quelles questions il faut poser, comment trouver un bon centre de bilan, etc. Oui, à rajouter, ce qui me vient, c'est que le législateur, au tout début, dans la loi, il a prévu un temps d'accueil. Cette idée était particulièrement pertinente, c'est-à-dire un temps pour vous permettre d'explorer, repérer ce qui vous convient. Et je pourrais inviter à vous autoriser. Peut-être qu'on peut expliquer un petit peu la démarche d'un bilan, c'est intéressant de savoir comment ça se passe, puisqu'on dit on va tester. Donc, comment on teste en fait plusieurs conseillers, comment on va tester différentes personnes pour savoir si ça passe. Donc, on a un premier entretien. Donc, expliquez-nous peut-être, Véronique, un petit peu comment ça se passe. On a un premier entretien, effectivement. L'idéal, c'est que la personne vient, effectivement, qu'il peut y avoir un échange in situ pour pouvoir, à la fois pour elle, repérer l'environnement, connaître la personne, comme c'était évoqué, recueillir toutes les informations utiles et nécessaires pour qu'elle puisse arrêter son choix. Donc, effectivement, où est-ce qu'elle se trouve, qui est la personne qu'elle a. Donc ça n'engage pas la personne, en fait. Et c'est effectivement un temps qui est gratuit. Que tout organisme se doit effectivement d'accorder et qui, après d'un organisme à l'autre, les modalités peuvent être différentes, voilà, soit les gens pour une heure. Et voilà, l'occasion pour chacun de se présenter, de clarifier les grandes lignes de la demande, de ce qui motive ce choix-là, et puis surtout de pouvoir effectivement évaluer si ce qui lui est proposé est cohérent, correspond à sa demande ou pas. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même plusieurs durées dans le bilan. Donc, ça, on va pas parler, mais il y a différentes formules. On ne fera pas le même bilan si on a un projet que si on n'en a pas. Donc, ce premier rendez-vous va permettre aussi de définir un peu les grandes lignes du projet. Et permet de voir si on a le feeling avec la personne avec qui on est. C'est vrai que ce premier rendez-vous, c'est vraiment un rendez-vous pour évaluer les besoins de la personne. Donc, effectivement, il faut bien rappeler que c'était un rendez-vous gratuit sans engagement. Donc, vous pouvez aller voir plusieurs centres de bilan sans problème. Et on a différentes formules adaptées à la fois aux besoins et au budget. Effectivement, si vous avez déjà un objectif assez précis, et que vous dites, je ne vais pas faire un bilan de 24 heures, je vais peut-être plutôt faire un bilan de 12 heures, où je vais juste vérifier si mon projet tient bien la route. Voilà, vous n'allez pas aller sur un gros bilan qui fait la totale, si je puis dire. Alors que si vous êtes perdu, vous savez que vous ne voulez plus faire ce que vous voulez, mais ce que vous faites, mais par contre, vous ne savez pas du tout où aller, un bilan de 24 heures sera quand même beaucoup plus important et pour vous. Et donc, c'est vrai que dans ce premier entretien d'accueil, c'est la personne que vous allez rencontrer va devoir se présenter. Comme je vous disais tout à l'heure, expliquer son parcours. C'est important, savoir aussi l'expertise qu'elle peut avoir, c'est-à-dire son passif. Les diplômes qu'elle a, bien entendu. Et puis après, vous poser aussi un peu des questions pour savoir, vous, quel est votre objectif dans ce bilan. Et après, bien entendu, vous expliquer toute la méthodologie. Alors, il y a quand même un cahier des charges qui est bien centré, donc tout le monde doit avoir le même. Donc, ça, effectivement, avec les 3 phases. Donc, ces 3 phases doivent être expliquées. Et après, effectivement, chaque centre a ses outils, a sa propre méthodologie, mais les 3 phases doivent être quand même bien expliquées. Et après, c'est question-réponse, pour rassurer. Ou alors, tel centre fait ça, est-ce que vous le faites aussi parce que, j'aimerais bien faire tel type de test, tout ça, etc. Donc, ça, c'est effectivement la question-réponse de la fin.
Et ce premier rendez-vous, il se fait en présentiel, en face à face? On peut le faire à distance? Comment C'est on comme travaille veut. sur un Alors, c'est bilan? vrai qu'avec le Covid, les pratiques ont changé. On était beaucoup en présentiel. Et maintenant, effectivement, le distanciel, voilà, suivant les commodités et même pendant le bilan, vous pouvez avoir un mixte. C'est vraiment comme ça arrange la personne. Donc, on peut très bien. Quand même, les personnes aiment encore bien le présentiel. On a été quand même beaucoup frustrés avec le Covid, avec tous nos écrans. Mais parfois, voilà, là, j'ai une réunion qui vient de se finir. Je n'aurai pas le temps de passer. Est-ce qu'on peut être en visio? Bien sûr, on passe directement en visio. Donc, les deux sont tout à fait envisageables. Est-ce que ce premier rendez-vous, il est préférable de voir la personne, de la rencontrer? Ou on peut faire un premier bilan comme ça à distance? Premier rendez-vous? Il y a de tout. On peut à distance, mais c'est vrai que quand même la rencontre est importante. C'est important. Après, moi, souvent, j'ai des personnes, elles viennent quand même physiquement sur le premier rendez-vous, et quitte à ce qu'on fasse du distanciel sur les 3/4 du bilan. Mais c'est vrai que le côté présentiel, voir l'environnement, effectivement, et les gens ont besoin aussi de voir dans quel environnement ils vont venir, ils vont travailler. Géographie peut jouer beaucoup, et que les gens qui effectivement sont assez isolés vont souvent avoir recours au distanciel, mais c'est aussi des gens qui sont souvent assez habiles avec cet outil-là. Et ça, par contre, c'est un critère fondamental, sur distanciel, présentiel, dès lors que l'interlocuteur est à l'aise avec cet outil. Aujourd'hui, pour moi, ça fait plus forcément de différence. C'était pas le cas il y a quelques années, mais voilà, on a gagné en agilité, en écoute fine aussi. Donc, je pense que aujourd'hui, c'est vraiment du côté du bénéficiaire qu'il faut regarder. Est-ce qu'il est à l'aise avec cet outil-là? Est-ce qu'on peut faire abstraction de la partie technique? On peut faire un très bon travail. Alors, il nous reste une question. Dois-je en informer mon employeur et comment faire? Tout dépend, en fait, alors, la plupart du temps, quand même, je ne sais pas mes collègues, mais je pense que c'est pareil, les bilans sont souvent non révélés à l'employeur. C'est souvent des bilans, parce que dans la tête de l'employeur, c'est je veux faire un bilan de compétences, ça veut dire que je veux partir de l'entreprise. Donc, c'est vrai que la question se pose, est-ce que j'en parle à mon employeur ou pas? Si la personne ne sait pas forcément si elle veut faire un bilan pour sortir ou pour rester, suivant s'il y a une mobilité interne ou pas, eh bien, effectivement, il ne vaut peut-être mieux pas en parler à l'employeur. Et donc là, avec son CPF, voilà, il fait sa demande CPF sur le compte formation et en fait, pas besoin d'en parler à l'employeur. Si, en revanche, c'est un bilan qui peut être fait parce qu'on a besoin d'une mobilité interne, qu'on veut le faire aussi pendant son temps de travail, donc il faut l'autorisation de l'employeur, là, on a tout intérêt, effectivement, à en parler à l'employeur. Ça dépend vraiment du besoin du salarié ou de la personne qui va faire son bilan. Comme le disait Véronique aussi tout à l'heure, c'est vrai que ça peut être très, très intéressant dans une démarche RH d'intégrer le bilan de compétences qui peut vraiment être un outil, si par exemple il y a une restitution tripartite suite au bilan qui peut être pris parce que l'entreprise du coup peut accompagner le salarié sur la formation ou peut mieux comprendre ses motivations, mieux comprendre ses compétences et du coup derrière pouvoir travailler sur son plan de développement des compétences de façon plus fine. Donc c'est vrai que le RH peut être un allié. Après c'est vrai que pour en parler, comment en parler, il faut effectivement pas dire je veux faire un bilan pour partir ou je veux faire un bilan parce que rien ne me plaît, mais il faut effectivement dire quels vont être les intérêts de l'entreprise à ce que le salarié fasse un bilan. Il peut y avoir même un bilan intermédiaire pendant le bilan de compétences avec le RH pour dire voilà où on en est. Voilà, est-ce qu'il y a des postes en interne qui pourraient correspondre à ce qu'on a déjà avancé un petit peu? Et là, effectivement, c'est un outil très intéressant pour la RH afin de faire avancer son salarié au sein de l'entreprise. Et ça le rassure aussi de dire voilà, je suis dans la boucle et en fait, c'est juste pour avancer et évoluer dans l'entreprise. Et du coup, ces résultats du bilan du salarié sont communiqués au RH? Non, ça reste quand même… C'est totalement confidentiel. On n'a pas le droit de donner les résultats à l'employeur. On les donne uniquement au salarié. Après, libre à lui de le montrer à son employeur s'il le désire. Mais nous, on n'a pas le droit. On peut le donner uniquement au salarié. Je suis complètement sur la synthèse, effectivement. Je soulignerais les situations où effectivement le salarié fait alliance avec le RH, son responsable, pour véritablement co-construire quelquefois des logiques de mobilité. Et là, c'est une vraie valeur ajoutée. Et ça peut donner lieu quelquefois, à la demande bien évidemment du salarié, toujours du salarié, à des restituts en tripartite au même titre. Et là, on est vraiment dans
travail très constructif, je crois, qui peut être facilitateur en termes de mobilité interne. Sachant que sur cette restitution, c'est uniquement les résultats qui sont donnés. C'est-à-dire que tout ce que le salarié nous a dit reste confidentiel. On est comme un médecin. C'est-à-dire que tout ce que vous nous dites, ça va vraiment être entre vous et moi et ça reste vraiment dans la confidentialité. Et là, ce qu'on va donner à la RH, c'est voilà, le plan d'action. Il nous faudrait telle ou telle formation. Est-ce que c'est possible en interne? Est-ce qu'on peut avoir un budget formation pour telle formation, pour tel métier? Mais tout le reste, effectivement, ça reste bien sûr de l'ordre du confidentiel. Ça peut quelquefois donner lieu à deux synthèses, d'ailleurs. Une synthèse pour le salarié et puis une synthèse qui est écrite avec le salarié et qu'il choisit de transmettre en interne, c'est lui qui choisit. Et effectivement, on va faire figurer ce qui est utile à l'entreprise. D'où l'aspect personnel, on ne fera pas vivre. Tout à fait. Nous, on a vu des salariés faire des PowerPoint pour faire les présentations, la restitution de leur bilan. Donc, du coup, voilà, ils avaient envie de rendre visible leur cheminement, leurs compétences aussi et leur inspiration. Mais c'est eux, effectivement, qui construisent ce document de présentation de leur bilan. Ça peut être l'occasion de faire connaître ses compétences et de mieux se faire connaître dans des images professionnelles. D'ailleurs, aussi le bilan de compétences en interne, c'est assez intéressant. Ça peut être aussi l'occasion de permettre aux salariés de faire des enquêtes. C'est aussi une excuse pour aller faire des enquêtes, voire même des immersions dans certains services. Nous aussi, on utilise parfois les méthodes, comme vous certainement, de 360, où en fait, on va interviewer d'autres personnes qui sont de l'entourage professionnel de la personne pour qu'il y ait un regard croisé. Donc là, forcément, il faut que les personnes soient au courant. Mais c'est vrai, voilà, on intègre vraiment le milieu professionnel dans la démarche de bilan. Ça peut être tout à fait intéressant. Ça fait bouger les règles de communication qui sont souvent très descendantes. Ça autorise finalement à communiquer différemment et donc à recueillir des informations qui peuvent être extrêmement riches pour le salarié. On est arrivé au bout des questions. Donc, s'il y a des participants qui veulent poser des questions, on va les diffuser aux intervenantes. Elles pourront y répondre. Et du coup, en attendant, est-ce que vous avez quelque chose à dire globalement pour conclure sur le bilan? C'est un outil qui reste quand même toujours très pertinent. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas hésiter à demander de faire un bilan, mais en tous les cas, à prendre l'initiative de faire un bilan si on sent qu'on n'est pas bien dans ce qu'on fait, qu'on se pose beaucoup de questions. C'est effectivement quelque chose, à mon avis, qu'il faut pas hésiter, quoi. C'est vrai que le bilan, ça va aussi sécuriser, c'est-à-dire que c'est vraiment être accompagné par un professionnel qui lui connaît tous les dispositifs et ça permet de sécuriser son parcours, de peut-être éviter de se tromper, en tout cas de faire les bons choix de façon éclairée. Ça reste vous qui faites vos choix, mais vous êtes accompagné dans cette démarche. Et je veux juste souligner que très souvent, on a des personnes qui manquent beaucoup de confiance en eux. Et ce qui revient beaucoup, c'est qu'à la fin du bilan, ils ont repris vraiment de la confiance. Souvent, ils ont des doutes sur leurs compétences. Et effectivement, alors j'ai vu qu'il y avait une question sur les tests de François. Et très souvent, les tests permettent justement de valider, de dire oui, j'avais l'impression que j'étais un petit peu comme ça, et le test vient valider. Et c'est vrai que du coup, ils repartent, mais vraiment tout ce qui ressort toujours quand on fait après notre petite enquête de satisfaction à la fin, c'est qu'ils ont beaucoup repris de confiance en eux, d'estime de soi, de valeur, parce que des fois, les personnes, les entreprises font déjà des fois beaucoup de dégâts. Et donc voilà, ils ont repris beaucoup de confiance en eux, et ça, c'est vraiment un élément important. Oui, il y avait une petite question. Donc, que pensez-vous de l'utilité des tests? Alors, il y a des exemples de tests. On parle de SOSI, MBTI. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur les tests? Parce qu'il y a des tests pendant un bilan, donc vous pouvez peut-être un peu parler de comment on peut se dérouler un bilan, pourquoi il y a ces tests, quelle est leur utilité. Alors, c'est vrai que les tests sont souvent utilisés en bilan, mais ils ne sont pas systématiques. On a des tests effectivement de personnalité, des tests de potentialité, des tests qui permettent de travailler sur les intérêts, les motivations. On a tout un tas de tests. On a même aussi des choses qui peuvent permettre de se tester, mais en situation. Donc, c'est intéressant, mais c'est vrai que ça va dépendre de la demande de la personne. Si on a une demande de la personne qui est plutôt axée justement qu'elle doit mieux se connaître et puis peut-être travailler un peu sur du développement personnel, là, par exemple, on va utiliser, oui, effectivement, le MBTI peut être un bon outil. Si on a quelqu'un qui est plutôt dans un
souhait de mobilité ou d'évolution sur un poste, par exemple, managérial, peut-être que oui, on va utiliser des tests comme le SOSI qui peuvent évaluer certaines aptitudes à évoluer ou certaines motivations à aller sur tel métier. Mais c'est vrai que c'est pas systématique, ça va vraiment dépendre de la demande de la personne, de sa situation et puis effectivement peut-être du projet qui va être identifié. Et après, alors pareil, le test ne s'utilise pas sèchement et de façon brute. Hein. Le test est quelque chose qui permet d'aller tirer un petit peu des fils, des ficelles, d'aller après poser des questions. À chaque fois qu'il y a un test, il y a une restitution. Très important, hein, d'ailleurs, si on vous donne un test avec juste un résultat écrit sans discussion, bah là, c'est vraiment pas bien. Ce qu'il faut, c'est que derrière, bah, il y a une interprétation et que vous vous questionnez. L'idée, c'est que vous intégriez les résultats du test, que vous puissiez un peu les réfléchir en situation pour justement voilà, les intégrer. Ouais, ça reste un outil. Effectivement, l'accompagnement est très important parce que pris comme ça peut être très, très mal interprété. Il faut vraiment que ce soit un psychologue qui vous fasse la restitution, soit un consultant qui est habilité pour les tests que vous allez passer. J'ajouterais parce que là, on voit beaucoup de pratiques effectivement défaillantes dans l'utilisation des tests ou des questionnaires. On ne voit pas forcément le même contenu. C'est de la statistique, en fait. Toute la validité, elle repose sur des statistiques. Donc, c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un d'averti dans l'analyse du test ou du questionnaire quand on y a recours. Et puis, ça peut donner effectivement des grilles de lecture qui permettent aussi ce travail de prise de recul. Donc, ça peut être, un outil un peu médiateur quoi, dans la réflexion qu'on mène sur soi et sur son parcours et sur son projet. Alors, j'ai d'autres questions. J'ai une question de Loïc. Quelle est la durée maximum pour un bilan efficace? Parce qu'il dit qu'il a pu voir des bilans de plus de 24 heures parfois, en fonction du besoin ou du projet. Mais voilà, quand il s'y intéresse pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le choix qu'on a? Vers quelle durée on s'oriente? Alors déjà, il n'y a pas de bilan de plus de 24 heures. Le maximum, c'est 24 heures. Il peut y avoir des bilans en dessous, comme on disait, en fonction des besoins. Nous, dans le cabinet, on a 12 heures, 18 heures, 24 heures, mais pas au-delà de 24 heures. Comme des bilans, par exemple, on vous fait un bilan en 6 heures ou 3 heures. Je ne sais pas ce qu'on peut faire en 3 heures en bilan. Donc, faire attention aussi. Sur mon compte formation, sur le CPF, il y a beaucoup d'arnaques, je pense. Il faut faire très attention à des bilans qui soient trop petits parce que effectivement, on peut pas. Voilà, il faut un minimum, au moins une dizaine d'heures, une douzaine d'heures pour pouvoir vraiment travailler sur soi. Mais par contre, effectivement, pas de bilan au-dessus de 24 heures. Et si vous rencontrez 2 ou 3 centres de bilan de compétences, du coup, voilà. Vous pourrez vous faire conseiller lors de l'entretien d'information sur la durée qui est la plus pertinente pour vous, parce que c'est aussi l'occasion, lors de cet entretien, de valider la durée qui vous est la qui répond à votre besoin. Est-ce qu'on peut partir sur un projet de 12 heures et finir avec un 18 ou c'est pas possible? Oui, parce que c'est vrai que peut-être qu'on a dans l'idée que 12 heures, ça va suffire. Et puis, quand la personne va creuser un petit peu et analyser notre demande, on va peut-être se rendre compte que ça va être compliqué. Enfin, on peut aussi se surestimer, penser qu'on va y arriver très rapidement. Mais voilà, faisons confiance aux professionnels. C'est lui qui va en partenariat avec la personne, bien sûr, et puis aussi avec le compte formation. Il faut qu'il ait le budget et qu'il n'ait pas forcément besoin de rajouter d'argent dans sa poche. Mais effectivement, on essaie de trouver des bons compromis qui vont permettre de trouver un bilan au mieux pour la personne. C'est l'intérêt de l'entretien, du premier entretien, ça. C'est vraiment de mettre les choses à plat avec lui sur quelle est sa demande, qu'est-ce que ça appelle comme type d'investigation, de façon à identifier la durée qui est la plus pertinente. Donc l'efficacité, il n'y a pas une durée identifiée qui serait source d'efficacité, ça va vraiment être la durée adaptée à la demande. Un bilan trop long. Il y a quand même un travail personnel, donc ça vient aussi du temps qu'on va consacrer au travail personnel à côté. Le travail personnel est très important parce que pour qu'on puisse vous aider professionnellement, il faut qu'on puisse vous connaître personnellement. Là, tu as une bonne tête, tu vas faire ça. Non, c'est pas ça. C'est vraiment aller investiguer sur qui vous êtes, votre caractère, votre façon d'être, vos qualités, vos défauts. Si je suis très timide, je ne vais pas être commercial. Donc ça, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on investigue sur vous pour savoir comment vous êtes et qu'est-ce qui vous anime en fonction de votre histoire aussi.
Alors, on va peut-être changer. J'ai une autre question de François. De votre expérience, quelle proportion de ces bilans débouche sur une transition professionnelle ou alors sur un coaching? Je pense qu'on appelle transition professionnelle. C'est-à-dire que, j'ai envie de dire, classiquement, dans un bilan, allez, en termes de... c'est très théorique ce que je vais vous dire, mais à l'issue d'un bilan, on peut faire un choix que j'appelle à 180 degrés, de façon un peu caricaturale, je parlerai des chaises en Ardèche. Ça, c'est clairement ce qu'on trouve le moins fréquemment, parce que la prise de risque est plus grande. Il y en a, il y en a qui font ce choix, effectivement, d'être sur carrément autre chose. Je change de secteur d'activité, je change de fonction. Ce n'est pas la proportion la plus grande, parce qu'on a affaire à un public adulte qui doit concilier son projet avec d'autres dimensions de sa vie. Ça peut être, je garde la fonction mais je change d'environnement. Ça peut être, je change de fonction au sein de mon même environnement, des mobilités. Et ça peut être aussi, je me repositionne sur mon poste. C'est-à-dire que là où ça n'allait plus, ça n'avait plus de sens, et bien finalement, j'arrive à redonner du souffle, vous parlez de souffle tout à l'heure, j'arrive à redonner une dynamique et à me repositionner sur mes fonctions, dans mon environnement, mais à me donner une nouvelle perspective. Et pour moi, tout ça, d'une certaine façon, on a fait transition. Voilà. Donc, dans un bilan, il doit forcément, ça débouche forcément sur ces éléments-là. Moi, je fais souvent, parce que parfois, la personne, elle vient et comme disait Véronique, les choses ne vont pas changer de façon radicale, mais par contre, on va changer d'angle. Et en fait, vous êtes ici, et puis finalement, vous faites un chemin qui est comme ça, et puis vous revenez ici. Mais tout ce chemin, il est important, en fait. Et du coup, ça vous a fait changer d'angle. Et votre travail, vous ne le prenez plus de la même façon, vous l'organisez plus de la même façon, les compétences sont plus mises en œuvre de la même façon. Et ça, c'est une transition aussi. Alors effectivement, comme tout à l'heure, je parlais d'un plombier qui devient infirmier. Là, on est sur une grosse transition. On en a quand même, moi je dirais en pourcentage, on en a peut-être 20% quand même. Donc où il y a des grosses transitions avec des formations, etc. Donc on accompagne aussi là-dessus. Mais vous pouvez aussi avoir, voilà, je travaille sur moi et avec tout ce qu'a dit Véronique, soit je change d'environnement, soit je change en interne de poste. Mais voilà, c'est des transitions aussi. Il y en a aussi qui vont identifier des axes de développement, que ce soit en termes de compétences ou autres, et donc du coup vont identifier à la suite d'un bilan de compétences qu'ils vont devoir se former sur tel secteur ou sur telle compétence. Et là, vraiment, ils vont avoir, c'est une transition aussi professionnelle, donc ils vont retrouver un confort dans leur travail ou dans un autre. Certains peuvent faire également une BA pour du coup conforter leurs compétences et du coup peut-être gagner en confiance en soi et puis être plus sûr de leurs compétences. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on peut avoir suite à un bilan. Du coup, je crois qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que quelqu'un a encore des questions à poser dans le chat? Donc, écoutez, on va arriver à la fin de la table ronde. Peut-être que vous pouvez juste dire où est-ce que vous vous situez, où est-ce que vous faites des bilans. Nous, on est à Écully, donc Technoparc, voilà, 3 allées Moulin-Berger, normalement sur le port-ban, vous avez notre adresse. Donc voilà, et voilà, on accueille sur rendez-vous, n'hésitez pas. Et nous, donc, notre siège est à Lyon 3, au métro sans souci. On a également une antenne à Villefranche. On a un site à Oulin et également un site à Lyon 7. Et après, c'est vrai qu'on fait partie du réseau CIVC où en fait, on va retrouver des CIVC dans tous les départements, de France. Principale formation, on a un site sur Villeurbanne, le siège, puis différentes antennes également sur Villefranche, sur Oulin, sur Saint-Priest également. Je ne crois pas avoir oublié. Et puis avec un réseau national, effectivement, qui fait partie des différentes académies. Donc, on vous a mis en téléchargement la présentation d'aujourd'hui. Donc, vous retrouvez les contacts de chacune des intervenantes. Vous aurez des présentations aussi jointes et puis les réponses à toutes ces questions qu'on a pu aborder. S'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette table ronde. On vous remercie de votre participation. Je vous laisse dire un dernier mot.
Écoutez, c'était très agréable d'échanger avec non des concurrentes, mais des partenaires, je dirais. Donc, on a la même vision des choses. On était tous des anciens du FONGECIF, je le répète, ça c'est important. Avec des valeurs, une éthique par rapport au bilan, puisque effectivement, il y en a beaucoup qui le galvaudent. Donc, voilà. Faire vraiment attention quand vous allez choisir votre centre de bilan, poser beaucoup de questions sur le consultant, sur le cabinet, parce que effectivement, on n'était pas si nombreux que ça et maintenant ça a pullulé et donc il faut faire attention à qui vous adressez. Je rejoins exactement ce que tu dis. Donc, voilà, soyez vigilants, mais le bilan, ça reste vraiment un bel outil de l'évolution professionnelle. Donc, voilà, questionnez-vous sur l'opportunité d'en faire un, c'est intéressant. Voilà, autorisez-vous l'exigence. Oui, je centre de bilan. suppose que les personnes qui suivent des bilans, quand ils ont fait une reconversion, quand ils ont fait quelque chose qui leur plaît, reviennent vers vous. Oui, ça reviennent. Elles nous disent merci, grâce à vous, j'ai pu avoir. Parce que c'est vrai que. Vous êtes un moteur quelque part aussi. Complètement. Et en fait, c'est vrai que nous, on accompagne aussi, en tous les cas, moi, j'accompagne aussi sur le dossier de financement avec Transition Pro. Et c'est vrai que quand ils ont la validation et leur financement, ils sont trop contents. Et moi, j'ai des mails où on me dit ça y est, j'ai ma formation, ou ça y est, j'ai fini ma formation, je me lance, j'ai un nouveau poste, je suis trop content, merci beaucoup Agnès, vous m'avez beaucoup aidé, accompagné. Voilà. Donc, l'écoute est très important et c'est beaucoup ce qui revient aussi. Les gens ont besoin d'être écoutés. Et notre rôle, on est aussi une oreille géante. Et donc, les personnes nous remercient beaucoup pour ça. Je dirais que la relation, le bilan, alors on a parlé du tout début, de faire confiance, de construire la confiance. Et c'est vrai que la relation ne s'arrête pas à la fin du bilan. C'est un temps fort dans un parcours. Donc, effectivement, en général, on reste en lien. À l'issue du bilan, on va voir comment les gens avancent dans leur parcours. Il y a un suivi d'ailleurs dans le bilan. Là, moi, j'avais une personne qui elle est en fin de bilan, donc on a vraiment travaillé sur des aspects, mais elle a craqué à la fin parce qu'avec son entreprise, ça ne va pas. Et je lui disais, même si le bilan est terminé, si vous avez besoin, vous m'appelez, il n'y a aucun souci. Enfin, je reste là, je vous connais bien maintenant, je sais comment vous fonctionnez. Et voilà, vous repassez au cabinet si besoin. Alors, il y a un suivi dans le cadre du bilan, bien sûr. Le bilan dure à peu près 3 mois sur 24 heures. Et donc, il y a un suivi qui officiellement est à 6 mois, mais bien entendu que si la personne nous appelle au bout de 15 mois, on est là pour eux, ou au bout de 8 mois, on est là pour eux aussi. L'avantage, c'est comme je disais, on les connaît bien et du coup, on sait là où le bas blesse ou là où il y a des forces et du coup, on peut vraiment les aider, les accompagner et puis, ils nous font confiance. Donc, vous êtes à l'écoute et vous êtes l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer aussi. Exactement. Bon. Eh bien, écoutez, on vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez retrouver donc les informations dans le chat pour ceux qui veulent. Il y a un lien, donc n'hésitez pas à le télécharger, puisqu'une fois qu'on va avoir éteint dans notre communication, ça va être plus difficile à récupérer. On reste à votre disposition pour la suite si vous avez d'autres éléments, d'autres questions. Bon appétit. Merci. Au revoir. À bientôt.